Je marche accidentellement sur une bestiole, l'écrase, et le système me dit que je viens de massacrer un dragon. Je tape nonchalamment sur un cafard et me retrouve avec la compétence divine passive. Corps immortel. Il y a 3 ans, j'ai été transporté dans ce monde d'arts martiaux, né avec un talent médiocre, incapable de cultiver et affublé d'un système complètement débile par-dessus le marché. Un jour, je mangeais mon plat à emporter pas cher, quand une voix mécanique stridente a soudainement retenti dans ma tête. Bête de rang royal détectée, dose de fer du vide, niveau de menace triple S. L'hôte est prié de fuir immédiatement. Quoi? J'ai failli sauter de ma chaise sous le choc. Mais dès que j'ai vu ce que c'était vraiment, je suis resté sans voix. C'est juste un cafard un peu trop grand. Alerte! Dose de fer du vide à 0, 5 mètres de l'hôte. Évacuez immédiatement! Évacuez immédiatement! La voix du système était trempée de panique et de terreur. Ouais, c'est ça. J'ai toujours su qu'un bon à rien comme moi n'aurait jamais un système décent. Il s'avère que le mien est complètement aveugle. J'ai lâché un rire incrédule. J'ai attrapé ma pantoufle et l'ai abattue de toutes mes forces. Impossible. L'hôte a éliminé une bête de rang royal d'un seul coup. J'ai levé les yeux au ciel. C'est bon? T'as fini? C'était juste un cafard. Le système a complètement ignoré ma protestation. L'hôte a réussi à tuer une bête de rang royal. Félicitations. Compétence divine passive débloquée. Corps immortel. L'instant même où le système a fini de parler, un courant chaud a jailli de nulle part dans mon noyau et a déchiré sauvagement mes méridiens. Mes méridiens bloqués et atrophiés ont été forcés de s'ouvrir par une puissance pure. J'ai haleté, trempé de sueur, comme si j'avais été tiré des profondeurs. Mon travail était gardien de sécurité à la bibliothèque, responsable des archives d'arts martiaux au 3e étage. Un jour, alors que je faisais ma ronde habituelle, le système a de nouveau retenti dans ma tête. Alerte, bête ancienne détectée. Tisseuse des abysses, niveau de menace, double S. Les fils de soie de cette créature peuvent trancher l'espace lui-même. En écoutant le système hurler comme si la fin du monde approchait, les coins de ma bouche se sont lentement étirés en un sourire profondément dérangé. Je sors la tapette à mouche de ma ceinture et observe l'araignée tachetée de violet suspendue dans sa toile au coin de la pièce. Tisseuse des abysses, elle tranche l'espace, hein. Je m'avance vers le coin, un pas après l'autre. Alerte. La tisseuse des abysses charge son énergie de matière noire, elle est sur le point d'ouvrir son domaine de mort. Esquive, haute, esquive, je ricane. Maintenant que j'ai le corps immortel, de quoi aurais-je peur, au juste? Je prends une grande inspiration, frappe le sol des 2 pieds, arme la tapette à mouche de toute ma force et l'abat sur l'araignée avec tout ce que j'ai. La pauvre tisseuse des abysses n'a même pas le temps de crier. Elle est instantanément réduite à une tache violet foncé. Félicitations. L'hôte a tué la bête ancienne, tisseuse des abysses. Récompense accordée, 20 ans de cultivation martiale raffinée et une perspicacité céleste. Puis, sans aucun avertissement, un torrent d'énergie 10 fois plus violent qu'avant s'est abattu sur mon corps. Pas bon, je suis sur le point de percer. Je sprinte vers la salle de garde et verrouille la porte. Mon noyau s'est dilaté jusqu'à sa limite absolue en un instant. Cette énergie incroyablement raffinée a fait rage à travers mes méridiens comme une inondation. Niveau mortel précoce, niveau mortel intermédiaire, niveau mortel maximal. Et finalement, elle s'est fixée en maître de la source spirituelle. Dans ce monde, les guerriers étaient classés comme guerriers de niveau mortel, maître de la source spirituelle et grand maître. Une personne ordinaire pouvait passer toute sa vie sans jamais dépasser le niveau mortel. Atteindre la source spirituelle avant 30 ans était la marque d'un prodige que chaque grand clan se disputerait. Et me voilà. En quelques jours seulement, en écrasant un cafard et une araignée, j'ai parcouru un chemin qui prend 30 ans aux autres. Je lève la main et fixe ma paume. Un courant d'énergie blanc visible spirale autour de mes doigts. Aiguisé comme une lame, il bourdonne d'un léger son de déchirure en fendant l'air. L'énergie extériorisée, la marque d'un maître de la source spirituelle, j'ai dégluti difficilement. Ce système est complètement chiaté, mais les récompenses, ça en vaut absolument la peine. Je me lève lentement. Mon corps est léger comme une plume, mais à l'intérieur il contient un réservoir de puissance apparemment infini. Là tout de suite je pourrais aplatir un taureau d'une claque, mais non, je dois rester discret. Un gardien de sécurité de l'entrée qui devient soudainement maître de la source spirituelle. Si ça se savait, je finirais sur une table de laboratoire. Alors j'ai pris ma décision. Rester discret et devenir plus fort dans l'ombre. Après ça, je me suis terré dans la bibliothèque. Avec ma perspicacité céleste activée, une scène étrange se déroulait au coin du 3e étage. Un jeune homme en uniforme de sécurité, feuilletant les étagères comme un fou, 10 pages par seconde. Comment tenir correctement une posture du cheval? Le système retentit. Félicitations, l'hôte a assimilé la posture de fer. Introduction à l'acupression. Félicitations, l'hôte a assimilé la frappe fendeuse d'âme. Tai Chi pour seigneur. Félicitations, l'hôte a assimilé la convergence yin-yang. Guide illustré d'exercices oculaires. Félicitations, l'hôte a assimilé l'œil de l'abîme violet. En seulement 2 heures, j'ai dévoré les plus de 200 livres d'introduction sur l'étagère. Plus de 200 techniques martiales de base, désordonnées, voire contradictoires, se sont heurtées et ont fusionné sous le pouvoir terrifiant de ma perspicacité, se tissant en une vaste toile de savoir martial. Juste à ce moment-là, une légère agitation a attiré mon attention. Près de la fenêtre était assise une jeune femme en tenue d'entraînement de soie blanche. Elara, fille aînée de la famille Vahani de la Baie de Fer, qui avait atteint le niveau mortel avancé à seulement 18 ans, elle est reconnue comme le génie numéro 1 de la ville de la Baie de Fer et une habituée de la bibliothèque. Mais en ce moment, cette déesse de glace semble avoir un problème. Son front est légèrement plissé.
Sa main figée au milieu d'une page d'un texte ancien, une irritation à peine perceptible scintille dans ses yeux, une mouche à tête verte tourne au-dessus de sa tête, complètement inconsciente de son propre désir de mort. La mouche virevolte à gauche et à droite, comme si elle était sous une sorte de malédiction, tentant même d'atterrir sur le bout de son nez, juste pour la provoquer. En tant que guerrière, elle a naturellement essayé de la chasser, mais à sa grande surprise, la mouche semblait muter, sa trajectoire de vol erratique, sa vitesse presque incroyable. Elle avait discrètement lancé une rafale de doigts il y a quelques instants, et la mouche l'avait esquivée comme si de rien n'était. Quelle sorte de créature est-ce? Alors qu'elle s'apprêtait à canaliser son énergie pour l'anéantir, une voix paresseuse s'est fait entendre « Tiens, les mouches viennent lire à la bibliothèque maintenant, quelle époque ?» Alara lève les yeux. Elle voit un jeune gardien de sécurité en uniforme ample s'approcher, une tasse ébréchée à la main. « Ne t'approche pas, dit Alara froidement. Cette mouche est rapide, c'est peu, être une sorte de mutante. Fais attention à toi. » J'ai fait comme si je n'avais rien entendu et j'ai continué à m'avancer. Dans ma tête, le système devenait absolument fou. Alerte maximale, entité à haute énergie détectée devant. Mouche de faille. La vitesse de la cible a brisé le mur du son. Elle scanne le point faible de l'autre, se préparant à un coup fatal. Je lève les yeux au ciel. Grâce à ma vision dynamique nouvellement évoluée, cette mouche, qui doit ressembler à un éclair pour Alara, semble se déplacer au ralenti, flottant nonchalamment comme si elle faisait du lèche-vitrine. « Excusez-moi, vous bloquez ma cible », je marmonne en m'approchant de la table d'Alara. Le front d'Alara se plisse. Elle est sur le point de réprimander ce gardien inconscient, mais la seconde d'après, elle se fige. Elle me regarde lever nonchalamment ma main droite, l'index et le majeur pressés l'un contre l'autre, et faire un léger, paresseux mouvement dans l'air, comme pour chasser la poussière. Il y a un infime petit claquement. La mouche est anéantie, réduite à néant, et sans ralentir, je m'éloigne avec ma tasse, complètement indifférent. Alara est complètement figée sur son siège. Son esprit rejoue cet instant unique encore et encore. Était-ce l'épée doigt légendaire? Ce gardien qui dort au travail tous les jours pourrait-il être un maître d'épée inégalé, caché à la vue de tous? Pendant ce temps, je m'étais déjà glissé derrière les étagères. Ding. Élimination confirmée. Cible, mouche de faille. Félicitations. L'hôte a obtenu la technique de mouvement de rang parfait. 9 pas du vent. J'ai failli cracher mon eau. J'ai juste écrasé une mouche. Et le système me donne les 9 pas du vent. J'ai senti un flot de connaissances en jeu de jambes se déverser dans mon esprit d'un seul coup. Mes pieds ont bougé instinctivement suivant ce rythme mystérieux. La seconde d'après, j'étais à 10 mètres, à la sortie de secours, sans savoir comment j'y étais arrivé. Est-ce de la téléportation? Je jette un coup d'œil là où je me tenais. La vie ne cesse de devenir plus intéressante. Mais ce que j'ignore, c'est qu'une véritable crise se prépare tranquillement sous la ville de la baie de fer. Ding, hôte détecté souffrant de la malédiction de la pauvreté, quête émise. Tuer le roi des rats d'égout. Récompense 100 000, 100 000. Pourquoi ne pas avoir commencé par ça? Mes yeux sont devenus perçants instantanément. J'ai attrapé un crochet en fer usé, la poignée polie par des années d'utilisation. Je me projette en un seul pas et arrive dans le monde souterrain sombre en dessous. C'est l'une des principales artères du vaste système de drainage de la ville de la baie de fer. Bien que ce soit un égout, l'espace est étonnamment grand, assez large pour que 2 camions passent côte à côte. Les eaux usées s'engouffrent des 2 côtés, avec une étroite passerelle d'entretien au centre. 100 000, 100 000. Je murmure le chiffre à moi-même comme un mantra, l'utilisant pour repousser le petit nœud de peur et de dégoût dans ma poitrine. Juste à ce moment-là, 2 lumières rouges clignotent dans l'obscurité devant moi. Non, pas des lumières, des yeux. Et puis des dizaines d'autres points rouges s'allumant dans l'obscurité, accompagnés d'un chœur de grattements et de cris à vous glacer le sang. Grâce à la faible lueur de la lampe de poche de mon téléphone, je distingue ce qui bloque mon chemin, des rats. Chacun de la taille d'un chat domestique, le pelage noir hérissé, les dents luisantes de jaune, leurs yeux rouges brûlent de sauvagerie et de soif de sang. Ils semblent attirés par ma présence humaine, rampant plus près, pouce par pouce. Des grognements sourds grondent dans leur gorge. Je tressaille. Nom d'un chien. Ces trucs sont énormes. Face à cet horde de rats géants, je ressens un éclair de panique instinctive, mais la seconde d'après, je me souviens de mon corps immortel et de cette récompense de 100 000. Au final, la cupidité l'emporte sur la peur. Le rat noir massif à l'avant semble sentir ma distraction. Il s'élance sur ses pattes arrière et se jette sur moi comme un éclair noir, droit vers ma gorge d'une rapidité aveuglante. Mais à mes yeux, il se déplace au ralenti. Je ne bouge même pas mon corps, je fais juste pivoter le crochet de fer vers le haut d'un mouvement fluide. Avec un bruit sourd, le rat, encore en plein vol, est transpercé net par le crochet rouillé, pendu comme un kebab. Le rat pousse un cri strident et se débat sauvagement, mais le harpon du crochet est bloqué sur sa colonne vertébrale. Allez, oust! Je donne un coup de poignet. Le rat, qui pesait facilement 2 ou 3 kilos, s'envole. Il s'écrase contre le mur et devient une tache. Ce mouvement met toute la meute en frénésie. Les dizaines de rats restants déferlent comme une marée noire, complètement déchaînée. Allez, venez, je ne recule pas, je charge. Dans l'égout sombre, le crochet de fer devient un flou. Chaque coup est suivi d'un cri de rat perçant. Chaque estocade fauche une vie. 5e, 10e, 20e. Un rat argenté, 2 fois plus grand que les autres, apparaît soudainement, accroupi silencieusement sur les tuyaux au-dessus de moi, préparant un coup fatal. L'instant même où il tombe, je ne lève même pas les yeux. Je plante le crochet vers le haut en un coup inversé, et il s'enfonce précisément dans le ventre du rat argenté. Il est cloué droit au tuyau de béton au-dessus. Le rat argenté n'a même pas le temps de pousser un couinement, juste 2 spasmes, puis plus rien. Félicitations. L'hôte a tué un centurion rat-homme. Récompense accordée, maîtrise des projectiles. À ce stade, la horde de rats autrefois déchaînés ressent enfin quelque chose de nouveau. La peur. Ils fixent les corps de leurs congénères tombés au sol, puis cette silhouette trempée de sang dont les yeux calculent toujours calmement, et ils craquent. Les rats survivants se dispersent dans toutes les directions. Ne courez pas, c'est de l'argent.
Je panique et me jette sur eux avec mon crochet. Mais juste à ce moment-là, un rugissement profond et guttural s'échappe des profondeurs les plus sombres de l'égout, comme quelque chose qui sortait de l'enfer lui-même. Tout l'espace souterrain tremble, les eaux usées s'agitent, la poussière pleut des murs, une odeur vraiment suffocante et rance me frappe au visage. Alerte, alerte, boss ultime éveillé, le DOS écailleuse abyssale approche. Je m'arrête net, fixant l'obscurité. Je lève un doigt vers cette chose massive qui rôde dans le noir. Mon majeur, arrête de gueuler. Un rugissement fort ne m'impressionne pas. Tu n'es toujours qu'un rat plus gros. Sur ce, je brandis mon crochet de fer et charge droit dans ce vent fétide. La créature massive que le système avait étiquetée comme DOS, écailleux abyssal, émerge enfin des ombres. Grâce au faible flash de mon téléphone, je distingue sa forme. C'est une créature énorme de près de 4 mètres de long, couverte d'écailles vert foncé incrustées de boue et de végétation en décomposition. Son corps est vaguement reptilien, mais sa tête est grotesquement enflée, ses crocs dentelés saillant comme une gueule pleine de poignards. À chaque respiration, il exhale des fumées toxiques jaune pâle. Même avec tout ce que j'ai vu, mes yeux tressaillent encore. Ça, c'est censé être un rat? Qui, au juste, a un rat avec des écailles? Alerte! Le DOS, écailleux abyssal, est entré en mode berserk. Ces écailles sont des écailles de dragon du vide, immunisées à 99% des dégâts physiques et arcaniques. Ces griffes ont un effet de déchirement d'âme. Le contact signifie une mort instantanée. Je brandis mon crochet de fer rouillé, je ne recule pas, j'avance un pas à la fois. Le croco mutant est clairement enragé par ce minuscule humain qui tient bon. Il lâche un rugissement assourdissant, sa queue massive fouette sur le côté. Le mur de béton à côté explose en gravats, des morceaux volant comme des balles. Puis il ouvre sa gueule caverneuse, empestant une odeur nauséabonde, et fonce sur moi comme un camion lourd en fuite d'une rapidité choquante. À mes yeux, il se déplace comme un homme de 150 kg tentant un balai. Je décale légèrement mon pied gauche et maintiens mon corps penché en avant à un angle bizarre de 45 degrés. Le crochet ne recule pas comme une arme normale. Au lieu de cela, il glisse directement dans le ventre mou du croco, et je tire fort. À terre. Je grogne. Les soi-disant écailles de dragon du vide se déchirent comme du tofu détrempé. Le crochet s'enfonce profondément dans ses entrailles et s'accroche à une côte. Je saisis le crochet d'une main, abaisse mon centre de gravité, et utilisant l'élan de charge de la bête, je projette la créature de près d'une tonne en l'air. Le croco mutant décrit un arc dramatique dans les airs. Et voilà, boum! Le seigneur incontesté de cet égout est projeté contre le mur du fond comme si j'éventrais un poisson. Tout le tunnel souterrain frissonne. La poussière cascade du plafond, la colonne vertébrale du croco se brise à l'impact. Ses organes se rompent. Il n'a même pas le temps de crier, il s'affaisse mollement au sol, tressaillant. Il ne va pas s'en sortir. Je secoue la rouille de mes mains. Je m'approche, lui donne un coup de pied à la tête. C'est tout. Pathétique. N'a pas supporté un seul coup, je lui donne un dernier coup de pied pour m'assurer qu'il ne respire plus. Le système éclate d'une excitation sans précédent. Élimination confirmée. Le DOS, écailleux abyssal, est tombé. Félicitations. L'hôte a gagné le titre de tueur de dragon. Récompense accordée. Puissance du dragon. Éléphant. La force de l'hôte augmentera désormais à chaque respiration. Une vague de chaleur inonde mon corps une fois de plus. Je me sens nettement plus fort. Puissance du dragon, éléphant. Pas mal, ça rendra le déplacement des chariots de livres beaucoup plus facile. Sans y penser davantage, je fredonne un petit air et traîne le croco vers la sortie comme un sac poubelle. 100 000, 100 000, de quoi trouver une femme et bien vivre. Dans l'ombre, une paire d'yeux me regarde en silence. Le lendemain, je me présente au travail comme si de rien n'était. Je suis à mon poste à l'entrée de la bibliothèque avec ma tasse émaillée et bréchée. Mais les visiteurs d'aujourd'hui semblent tendus. Plusieurs voitures de luxe sont garées devant la bibliothèque et des gardes du corps en costume noir et lunettes de soleil se tiennent sur les marches, dégageant une aura claire de « ne vous approchez pas ». Qu'est-ce qui se passe encore? Quel grand ponte vient inspecter les lieux? Je prends une gorgée de thé et me demande. Puis une voix insupportablement arrogante retentit de l'intérieur. « Hé toi, celui qui garde la porte, viens ici !» Je me tourne et vois un jeune homme en costume de créateur, cheveux gominés, debout au comptoir d'accueil, me pointant du doigt comme s'il était chez lui. Blake, deuxième fils de la famille Crène de la baie de Fer, un parfait gosse de riche. On dit qu'il a un talent décent, il vient de percer au niveau mortel intermédiaire, et passe ses journées à abuser du pouvoir de sa famille. Avant, j'évitais ce genre de type, ça ne valait pas la peine, mais maintenant, je n'ai peur de rien. Je jette un coup d'œil au visage de Blake qui méritait une bonne claque et m'approche nonchalamment. Bienvenue monsieur, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Empruntez un livre, tapez votre carte, toilette, sortez, tournez à gauche. Ne me sors pas ça! Blake claque sa main sur le comptoir. Je te demande, où est Alara? J'ai entendu dire qu'elle était ici tous les jours dernièrement. Elle se cache de moi? Ah, il est là pour draguer. Je lève les yeux au ciel. Désolé, politique de la bibliothèque. Nous ne divulguons pas les informations sur les visiteurs. De plus, c'est une zone de silence. Veuillez baisser la voix. Blake me regarde comme si je venais de raconter une blague. Un sourire tordu se répand sur son visage. Des règles? Dans la ville de la baie de Fer, ce que je dis est la règle. Tandis qu'il parle, une aura de guerrier de niveau mortel émane de lui, et les visiteurs proches reculent en alarme. Oh non, Blake va faire des siennes. Ce gardien est fichu, il va se faire casser les jambes. Mais moi, debout au centre de cette tempête, je ne cille même pas. Blake ressent l'affront profondément. Quand le deuxième fils de la famille Crane a-t-il déjà été ignoré par un gardien de sécurité? Tu es mort, grogne Blake. Il balance un poing droit vers mon visage. Je n'esquive pas. Au lieu de cela, je sors ma fidèle tapette à mouche en plastique rouge de ma ceinture. Clac! Un claquement si sec qu'il résonne dans tout le hall. Sur sa joue gauche, une marque rouge vif en forme de grille apparaît. Une lettre d'amour de la tapette à mouche. Toi. Blake couvre son visage et me fixe, incrédule. Peu de dégâts. Humiliation maximale. Je vais te tuer. Blake perd complètement les pédales. Ses yeux deviennent rouges, l'énergie détonnant de tout son corps.
Il arrache un poignard de sa taille et le plante droit dans mon cœur sans hésitation. Attention. En haut, sur la balustrade du 2e étage, Alara, qui vient d'arriver, voit tout se dérouler. Elle pousse un cri d'alarme, mais la seconde d'après, le cri meurt dans sa gorge. Elle me regarde faire un mouvement du poignet. La tapette à mouche dans ma main, devenant soudain un flou rouge, une rafale rapide de claquements secs remplissant l'air. Tout ce que Blake peut voir, c'est un mur de motifs de gris rouge, alors que plus d'une douzaine de coups atterrissent sur son visage, ses mains et son corps en un instant. Le poignard cliquette sur le sol. Blake tourne comme une toupie, 3 rotations complètes sur place avant que ses jambes ne lâchent et qu'il ne tombe à genoux devant moi avec un bruit sourd. Blake est en larmes, non pas de douleur, mais de pure fierté blessée. Je souffle la poussière inexistante de ma tapette à mouche, l'arrange, ramasse ma tasse et retourne à mon poste sous les regards étranges et respectueux de toutes les personnes présentes dans le hall. Mais alors que Blake est aidé par ses gardes du corps dans un triste état, il me lance un regard plein de venin. Bien, bien. Tu m'as vraiment frappé. Attends un peu, je verrai comment tu mourras. Le lendemain matin à 9 h, le centre sportif de la Baie de Fer accueille la grande ouverture de l'échange d'arts martiaux de la Baie de Fer, un événement triennal. Plus qu'un rassemblement d'artistes martiaux, c'est un champ de bataille où les grands clans se partagent le territoire et se disputent les ressources. Je me tiens devant le stand d'exposition de la bibliothèque dans mon uniforme de sécurité, affichant le visage d'un homme qui n'a plus rien à vivre. Hier, le directeur m'a soudainement appelé pour des heures supplémentaires, soi-disant pour maintenir l'ordre, mais en réalité juste pour transporter des cartons. Le directeur de la bibliothèque, un homme d'âge moyen dégarni, transpire et interpelle les passants. Pas un seul guerrier ne lui jette un coup d'œil. Dans un monde qui vénère le pouvoir, le credo est simple. Les plus gros points font la loi. Personne ne veut lire des livres de théorie ennuyeux. Kevin, arrête de rêvasser. Va chercher de l'eau au buffet. Dès que j'entends buffet, je me redresse instantanément. La seule et unique raison pour laquelle j'ai accepté ces heures sup, c'est la rumeur d'un buffet de homard australien à volonté d'hôtel 5 étoiles. Je me sers une montagne dans mon assiette, trouve un coin pour m'accroupir, et je me régale comme un ogre. Dans le carré des personnalités très importantes, Alara est assise, posture impeccable, entourée d'une nuée de jeunes hommes de famille influentes, chacun rivalisant de flatterie. Alara, la famille Crane, a un atout majeur dans sa manche pour cet événement, dit Blake. Son visage n'est pas encore totalement guéri, des lunettes de soleil cachant l'enflure, mais sa routine de lèche-botte est inchangée. Alara l'ignore complètement. Son regard balaye la foule comme à la recherche d'une perle rare, puis ses yeux s'illuminent. Elle m'a repéré, recroquevillé dans mon coin, en train de dévaster les fruits de mer. Le seigneur est vraiment venu. Blake suit son regard et me trouve aussi. Bon sang, comment ce garde a-t-il pu entrer ici ? Vieille rancune et rage fraîche l'envahissent d'un coup. Alara, ne gaspille pas ton regard sur ce minable. Un portier qui s'incruste pour un repas gratuit, c'est une honte pour tout cet événement. Je vais le faire virer. N'y pense même pas. Alara tourne brusquement la tête vers lui. Son regard, froid comme une lame. Blake, si tu le touches, n'attends aucune pitié de ma part. Blake se fige. Il n'arrive pas à croire qu'Alara se retourne contre lui pour moi. Il lâche un rire froid et jette un regard à quelques-uns de ses larbins de l'autre côté de la salle. Au stand de la bibliothèque, le directeur est hors de lui, pas un seul livre vendu de toute la matinée, puis un groupe d'hommes costauds en tenue d'entraînement s'approche. Celui de devant est chauve avec une face de brute. Et le vieux. Le chauve donne un coup de pied dans la table d'exposition et une cascade de livres s'écroule au sol. On prend la place, prend tes livres de pacotille et dégage, le directeur est sidéré. Le comité d'organisation nous a attribué la place. Vous ne pouvez pas juste. Attribuer ? Le chauve crache avec arrogance. Les plus gros points font la loi. Maintenant, sois malin et bouge, ou on te jette dehors avec tes bouquins. Vous êtes des voyous. Le directeur tremble de fureur. Le chauve lui donne une gifle du revers de la main. Les lunettes du directeur s'envolent. Ne tente pas le diable, le vieux. Tu sais avec qui je suis ? La société du point de fer. L'agitation attire immédiatement une foule. Ces gens de la bibliothèque ont vraiment choisi le mauvais ennemi, la société du point de fer, entre tous. Ouais, ça sent le roussi pour quelqu'un aujourd'hui. Voyant que personne n'intervient, le chauve devient encore plus audacieux. Cassez-lui les mains. Les hommes costauds se rapprochent d'un coup, poings et pieds pleuvent. Le directeur ferme les yeux et se prépare au pire, désespéré, mais la douleur attendue ne vient jamais. Au lieu de cela, un son étrange résonne autour de lui. Le directeur ouvre un œil et voit une silhouette familière se tenir devant lui. Je suis là, en équilibre, une assiette débordante de nourriture, un demi-homard pendant de ma bouche, et dans ma main droite, une paire de baguettes jetables en bambou du stand de sashimi. Les hommes costauds sont toujours figés dans leur posture d'attaque, mais chacun a une demi-baguette plantée dans le poignet, le sang coulant à flot. Ce n'est que maintenant que les cris éclatent, tous à la fois, parfaitement synchronisés. Ma main est transpercée. Quoi ? Qui a fait ça ? Les hommes se serrent les poignets, roulant au sol d'agonie. Même le chauve est stupéfait. Il a juste vu un éclair et soudain tous ces hommes sont hors de combat. Qui es-tu ? Tu veux vraiment fourrer ton nez dans les affaires de la société du point de fer ? Tu as envie de mourir ? Le chauve rugit, beaucoup de gueule mais pas de croque. Je le regarde, plonge la main dans mon assiette et prends une nouvelle baguette. Je la tape contre la table pour lisser les échardes. Je ne suis qu'un agent de sécurité. Le chauve fixe cette baguette parfaitement ordinaire. Et pour des raisons qu'il ne peut expliquer, tous les poils de sa nuque se hérissent. Mais c'est un homme du monde souterrain. Avec tant Dieu qui le regarde, reculer maintenant le ruinerait. Un agent de sécurité meurt. Il arrache un lourd couperet de sa ceinture. L'énergie monte en lui alors qu'il l'abat violemment sur ma tête. Il est clairement là pour tuer. Je secoue la tête avec un soupir et donne un coup de poignet à la baguette vers le haut. Le chauve sent sa lame heurter quelque chose comme du granit solide. Sa prise se brise au point d'impact. Le couperet s'envole de sa main et se plante dans le plafond. Ma baguette ne s'arrête pas. Elle glisse en avant et frappe légèrement sa gorge, mais le chauve est projeté en arrière comme frappé par un TGV, s'envolant sur plus de 10 mètres dans les airs. Il s'écrase à travers le stand voisin vendant des pilules miracles et finit emmêlé dans leur bannière affichant formule familiale ancestrale.
Je me tourne vers les larbins restants, tous visiblement terrifiés, et parle d'un ton plat et calme. Vous avez fait tomber mon homard, 500 chacun, payez et dégagez. Les larbins ne disent pas un mot, ils tremblent en vidant leur poche, puis ils traînent le chauve et déguerpissent comme si leur vie en dépendait. 200-300, pas mal. Ces types étaient blindés. Je glisse l'argent dans ma poche avec un sourire satisfait. J'aide le directeur sous le choc à se relever. Ça va, directeur? Tant que les livres vont bien, parvient-il à dire, tremblant. Kevin, tu connais les arts martiaux? Ah, juste pour m'amuser, dis-je d'un geste modeste. Juste à ce moment, une agitation éclate à l'entrée. Un groupe de personnes en uniforme de maréchaux noirs entre rayonnant une énergie froide et hostile. Devant, un vieil homme émacié et desséché, agrippant un bâton de marche à tête de serpent. Qui a osé poser la main sur les membres de ma société du point de fer? Le visage de la foule est pâle. C'est Victor, le grand ancien de la société du point de fer, la main empoisonnée en personne. C'est la fin pour nous. C'est un vrai maître de la source spirituelle de pointe, un pied déjà sur le territoire des grands maîtres. Le vieux monstre. J'entends tout ça, je jette un œil à ma baguette et la pointe vers lui. Vieux, tu es là pour payer ou pour prendre une raclée? Parole audacieuse, jeune homme. En 40 ans à traverser ce monde, personne ne m'a jamais pointé une baguette. Les yeux troubles de Victor se fixent sur les miens. Ça veut juste dire que tu n'as pas vu grand-chose. Dans notre cantine, les dames de service agitent leurs baguettes comme si elles possédaient le monde, et leurs mains tremblent bien plus que les tiennes. Insolent. La fureur de Victor éclate. Une dense brume vert foncé jaillit de ses larges manches et inonde l'espace sur 10 mètres. Partout où la brume passe, le tapis rouge noircit et pourrit instantanément, et l'air lui-même siffle d'un grésillement corrosif. Les spectateurs blanchissent de terreur et reculent en désordre. Brume de pourriture osseuse, fuyez. Une seule inspiration et vous vous dissolvez en sang. Mon Dieu, Victor est devenu fou. Il va commencer un massacre. Mais moi, debout au centre de tout ça, je fronce juste le nez. C'est quoi cette odeur? Tu as mangé des raviolis à la ciboulette à midi et oublié de te brosser les dents? Je me pince le nez d'une main et sors un éventail pliant en plastique de ma poche arrière, équipement de patrouille estivale standard. Je donne un coup de poignet sec et l'éventail se déplie. Puis, comme si je chassais une mouche, je donne un coup d'éventail désinvolte à la brume vert foncé. La brume qui avançait agressivement se fige soudain comme si elle avait rencontré son ennemi naturel, puis elle recule. Le nuage entier se recroqueville et prend la forme d'une main massive et gifle Victor violemment en plein visage. Les yeux de Victor manquent de sortir de son crâne. Impossible, ce doit être une illusion. Il ne finit pas sa phrase. Sa propre brume toxique le frappe en plein visage. La gorge de Victor brûle comme du feu et son visage prend une teinte verdâtre maladive. Tu vois, je t'avais dit que ce truc était dégoûtant. Victor lâche un rire vicieux et enfonce son bâton à tête de serpent dans le sol. Le bâton s'ouvre en deux. Deux serpents rouges vifs à tête crêtée en jaillissent comme des éclairs rouges. C'est le véritable atout maître de Victor, les vipères jumelles de flamme. Ce ne sont pas des serpents ordinaires. Il les a nourris de sa propre essence vitale pendant 30 ans, les rendant bien au-delà de l'ordinaire. Allez, tuez-le. Victor rugit. Les deux serpents rouges fendent l'air en arc étrange, un de chaque côté, tous deux visant droit les artères de mon cou. Je fixe les deux nouilles rouges volant vers moi et me fige une seconde. Ce ne sont que des anguilles, du genre braisé. Je lève nonchalamment ma main gauche. Les baguettes jetables que je n'ai pas encore posées se referment précisément sur le point faible de chaque serpent. Les deux serpents se débattent violemment, leur queue fouettant avec des claquements secs, leurs mâchoires claquant pour mordre. Mais sous ces baguettes de bambou apparemment fragiles, elles pourraient tout aussi bien être soudées sur place. Victor est complètement abasourdi. Ses précieux compagnons, ceux qui peuvent mordre à travers l'acier, pendent d'une paire de baguettes comme deux loches frétillantes. Lâchez-les, crie Victor, sa voix brisée par le désespoir. J'examine les serpents sur mes baguettes avec le plus grand sérieux. Elles sont un peu maigrichonnes, le vieux, tu n'as pas bien élevé tes anguilles. À peine de la chair dessus. D'une main, je manipule les baguettes, j'entrelace les deux serpents qui se débattent encore et les noue comme un tour de magie, puis je façonne le tout en un joli nœud rouge. Un cadeau pour toi. Je donne un coup de poignet, le nœud fait de deux vipères mortelles, revient vers Victor et atterrit parfaitement dans ses bras. Victor s'empresse de rattraper ses précieux serpents, il les fixe, hoche la tête, les yeux révulsés, les langues pendantes, et finalement ne peut plus se retenir, il crache une bouchée de sang. Je t'emmènerai avec moi, rugit-il, toute son énergie se retournant violemment dans son corps gonflant comme un ballon, sa peau prenant une terrifiante teinte violet-noir. Il va s'autodétruire. La foule crie d'horreur. L'autodestruction d'un maître de la source spirituelle porte la force d'un petit missile. Je fronce les sourcils. Dans la dernière seconde avant que Victor ne détonne, je fonce en avant et assène un coup de pied en plein dans l'estomac gonflé de Victor. Dehors! Victor est frappé comme si un train express à pleine charge venait de le percuter de plein fouet. L'énergie déchaînée qui s'accumulait en lui est physiquement dispersée par la force de ce seul coup. Il lâche un grognement sourd et s'envole comme un météore violet, disparaissant dans le ciel. Je jette un coup d'œil à la foule autour de moi et tente de faire une sortie rapide. Mais je n'ai pas fait 2 pas avant qu'Alara ne se mette en travers de mon chemin, brandissant son code de contact. Je suis Alara, tu te souviens de moi? Pourrions-nous échanger nos contacts? Je regarde le code, puis le regard plein d'espoir dans ses yeux. Je sors mon téléphone d'occasion, l'écran fissuré à 3 endroits. D'accord. Mais attention, je suis un homme occupé. Je ne fais pas de bavardage. Si tu me consultes pour des affaires comme l'élimination de cafards ou l'entretien des égouts, il y a des frais. Alara a l'air d'avoir trouvé un trésor enfoui, bien sûr. Selon ton emploi du temps, je m'assurerai que les frais de consultation soient plus que satisfaisants. Dans la chambre souterraine de la villa de la famille Crane à Iron Bay City, l'air est lourd de tension. Blake est à genoux sur le sol. À côté de lui gît Victor, tous les os brisés, en cours de traitement. Assis à la tête de la pièce se trouve un homme d'âge moyen dont l'aura rayonne une menace silencieuse. Drake, patriarche de la famille Crane, un vrai grand maître.
Tu es en train de me dire que l'agent de sécurité a renvoyé la brume toxique avec un éventail en papier, a noué les vipères jumelles de flammes en un nœud avec des baguettes, puis t'a envoyé dans le ciel d'un coup de pied? La voix de Drake est parfaitement calme, mais tout le monde dans la pièce peut entendre le feu sous ses paroles. Oui, monseigneur, dit Victor faiblement. Cet homme est quelque chose d'autre entièrement. Son style de combat n'a pas de forme, que des mouvements de voyous de rue, mais la puissance derrière est terrifiante. Drake lâche un reniflement froid. La tasse de thé dans sa main s'effrite en poussière. Peu importe qui il est, une fois que tu as croisé la famille Crane, tu ne continues pas à respirer. Un éclair de froide résolution traverse les yeux de Drake. Il sort un téléphone satellite et compose un numéro crypté. Guilde des ombres, j'ai un contrat, Prime, 100 000 000. Cible, Kevin, agent de sécurité à la bibliothèque publique d'Iron Bay City. Au moment où cette prime de 100 000 000 est lancée, tout le monde souterrain explose. 100 000 000 pour la tête d'un agent de sécurité, c'est pratiquement de l'argent gratuit, c'est la première pensée de chaque assassin qui voit l'annonce. Moi, cependant, je ne sais rien. Le lendemain, je me présente au travail comme d'habitude. Mais à présent, au moins 20 assassins de haut niveau ont déjà infiltré la bibliothèque. Ils sont déguisés en lecteurs, personnel de nettoyage, même livreurs, répartis dans chaque recoin du bâtiment. Ils ont tissé un filet mortel sans faille. La cible est entrée dans le hall. Équipe A, maintenez votre couverture de lecteur, préparez-vous à créer une diversion. Équipe B, intervenez pour l'élimination à courte portée pendant le chaos. Équipe C, scellez le périmètre. Pas de voie d'évasion. La voix froide du commandant de mission crépite dans leurs oreillettes. Le commandant de cette opération est Phantom, classé 3e au tableau des assassins. Il est actuellement déguisé en vieil homme aux cheveux blancs avec des lunettes de lecture, assis sur le canapé du hall avec un journal. Je ne remarque rien d'anormal dans l'atmosphère. Je me dirige vers la station d'eau chaude pour remplir ma tasse, prêt pour une autre journée à ne rien faire du tout. Mais alors que je passe devant le vieil homme, le système intervient soudainement, ding. Avertissement, parasite déguisé détecté. Cible, variante humanoïde phasme. Ce parasite excelle dans le camouflage. Il semble être un vieil homme aimable mais dissimule une lame enduite de poison dans son corps. Je m'arrête et regarde l'homme faisant semblant de lire son journal, chaque muscle de son corps tendu. Monsieur, votre journal est à l'envers. Phantom se fige. Il était trop concentré et n'avait vraiment pas remarqué que le journal était à l'envers. Yeux perçants, jeune homme, dit Phantom avec un rire gêné, tandis que sa main glisse discrètement vers le dard empoisonné dans sa manche. J'acquiesce, puis je tends la main et saisis le poignet de Phantom d'un mouvement rapide. Les yeux ne sont pas mauvais, mais mon nez est encore meilleur. Cette intention de tuer qui émane de toi est bien trop forte. L'expression de Phantom change complètement. Il essaie de se libérer et découvre que ma prise est une pince de fer, verrouillée sur son point de poule. Intervenez, on est démasqué. Phantom laisse tomber la comédie et crie. Le hall tranquille éclate en chaos total. Des lecteurs de tous côtés arrachent leur déguisement et sortent poignards, pistolets et shurikens d'entre les pages de leurs livres. La femme de ménage qui lavait le sol tire une épée longue de l'intérieur du manche de la serpillière. Même le livreur à l'entrée plonge la main dans sa boîte isotherme et en sort un pistolet mitrailleur compact. Tue-le, on partage la prime. Plus de 20 assassins d'élite se ruent vers moi en rugissant, les vrais usagers de la bibliothèque criant et se dispersent dans toutes les directions en se tenant la tête. Je le savais, l'été arrive et l'endroit est absolument infesté. De là où je suis, c'est pas du tout une embuscade d'assassins, juste un essaim d'insectes mutants se jetant sur moi dans une charge suicidaire. Avertissement. Assaut de nids d'insectes détectés, 23 au total. Espèce. Assortiment de parasites hybrides mixtes. Pour l'hygiène de la bibliothèque, une extermination de zone étendue est conseillée. Je regarde ma tasse émaillée ébréchée, juste remplie d'eau bouillante à exactement 100 degrés. Extermination de zone étendue, très bien. Alors, laissez-moi vous servir un thé matinal. Je donne un coup de poignet. Une tasse d'eau brûlante est projetée vers l'extérieur en un arc épanoui, comme des pétales se dispersant au vent. Ce n'est pas de l'eau ordinaire. C'est une bombe liquide à haute température, imprégnée de contrôle de flamme et d'énergie de source spirituelle. Chaque gouttelette, au moment où elle quitte, devient une balle en fusion. Les 5 ou 6 assassins qui foncent devant se prennent instantanément la déferlante brûlante en pleine tête. Aïe, mes yeux, mon visage, c'est de la lave. Ils hurlent et s'effondrent, se griffant le visage. Mais ce n'est pas fini. Je balance la chope vide et sors de ma ceinture ma tapette à mouche en plastique rouge, toute cabossée par les bagarres. Déjà dit, pas de bruit dans la bibliothèque. Smack, un type qui vise un flingue se prend la tapette sur le poignet. Le pistolet s'envole et les os du poignet éclatent. 2 minutes durant, le hall de la bibliothèque devient mon spectacle anti-nuisible perso. Je traverse la foule comme un fantôme, balayage, coups et stock, le tout boosté par ma puissance innée au max. Cette tapette à 2 $ frappe plus fort que n'importe quelle arme légendaire. Chaque assassin que je touche se retrouve avec une grille rouge vif sur la figure, puis part voler en tourbillonnant. Certains pendent au lustre, d'autres coincés entre les étagères. Le dernier debout, c'est Phantom en personne, celui qui a lancé tout ça. Il est affalé par terre, terrorisé, sa perruque est tombée, révélant un crâne parfaitement rasé. Il regarde son équipe gémissante, éparpillée autour. Qu'est-ce que tu es, toi, humain ou fantôme? Je m'approche et le regarde de haut. Je te l'ai dit, je suis le gardien. Vu votre âge, je vais épargner les coups. Ceci dit, je montre les meubles brisés et les vases éclatés par terre. Vous allez payer pour tout ça. Je paierai tout. Phantom éclate en sanglots et sort une carte noire. Il y a 50 millions sur ce compte, ça suffit? 50 millions, mes yeux brillent. Je glisse la carte dans ma poche sans hésiter, alors que je m'apprête à virer ces nuisibles. Une sirène stridente d'alerte aérienne hurle traversant Bay City d'un bout à l'autre. L'interphone de la bibliothèque coupe et une voix de femme prend le relais, urgente et tremblante. Diffusion d'urgence.
d'urgence, Bay City est en alerte rouge maximum. Il y a quelques instants, une faille dimensionnelle de plus de 10 km s'est ouverte au-dessus du district ouest. Ce n'est pas un exercice. La marée est là. Dehors, le ciel clair est devenu rouge sang. D'innombrables points noirs jaillissent de la faille comme des criquets, assombrissant le ciel. Cette fois, ce n'est pas une erreur système, ni mon imagination. C'est fini. La marée, la vraie marée, foncée, la ville est perdue, le chaos éclate autour de moi. Je suis le seul à me diriger calmement vers la baie vitrée du sol au plafond. Ding, grande invasion écologique détectée. Cible, nuée de moineaux mutants, chats et chiens errants devenus sauvages, et quelques animaux de zoo échappés. Dehors, une créature grosse comme un camion, entourée de flammes vivantes, un lion de feu s'écrase contre l'immeuble d'en face. Puis je remarque l'étiquette qui flotte au-dessus. Gros nounours roux grincheux. Je me gratte la tête et soupire. Il mange bien ces pensionnaires. Regardez la taille de la bête. J'ouvre la porte, entre dans la brume rouge sang et l'odeur du carnage, et un petit sourire se dessine à mes lèvres. La déchirure dans le ciel ne cesse de s'agrandir. Une lumière cramoisie noie tout en dessous. Des monstres de forme grotesque pleuvent du déchirement comme des raviolis dans la marmite. Certains ont des ailes et crachent de l'acide. D'autres sont blindés et foncent surtout sur leur passage. D'autres encore se faufilent comme des ombres et coupent des vies sans bruit. Les unités blindées tirent déjà. Un lion infernal grand comme un camion se tient sur un char aplati et hurle vers le ciel. Le feu qu'il expire fait fondre l'asphalte en rivière de lave. On ne tient pas. Repliez-vous, toutes les unités, seconde ligne. Dans le véhicule de commandement, le commandant de la garnison de Bay City, Leon, hurle dans sa radio, la voix craquant de désespoir. Ses yeux sont injectés de sang. Il frappe le tableau de bord de son poing. Est-ce la fin de Bay City? Je sors de la bibliothèque à mon rythme, le front plissé, j'ai une serpillière à la main, prise dans un coin en partant. Le lion en furie semble percevoir quelque chose. Il tourne sa massive tête et ses yeux en flammes se fixent sur moi. En tant que roi des bêtes, il est d'une intelligence aiguë. Il capte quelque chose qui émane de cet humain insignifiant, quelque chose qu'il méprise viscéralement. Le lion infernal pousse un rugissement furieux et abandonne la poursuite des soldats fuyants. Ses quatre pattes quittent le sol, il devient une traînée noire et rouge fonçant sur moi avec la force d'un engin capable de raser une ville. Cours. Le vigile court. Léon, qui supervise l'évacuation des civils, aperçoit la scène et pâlit d'horreur. Moi, je ne cours pas, je regarde la bête chargeante avec une légère irritation. À qui appartient ce chien sans laisse? Le lion infernal se rapproche à 3 mètres, la gueule grande ouverte pour m'engloutir. Je lève l'index gauche vers mes lèvres, mon visage se fige et je hurle avec toute l'autorité que j'ai. Assieds-toi, quelque chose d'impossible se produit. Ce roi bête triple S enragé, assoiffé de sang, entend ce mot et comme frappé par une cloche, son âme se fige, son corps se bloque en plein vol. La sauvagerie dans ses yeux vacille, remplacée un instant par la confusion. J'avance, lève la main droite et je claque le lion infernal sur son nez noir et humide en mettant toute la poussée du doigt. Le terrifiant lion infernal gémit comme un chiot réprimandé. Son corps massif se dégonfle comme un ballon crevé, toutes ses flammes s'éteignent d'un coup. Sous les yeux médusés de Léon et ses soldats, le roi bête triple S s'assoit, pattes avant jointes, langue pendante, me regardant comme s'il voulait une friandise. Quelle tactique est-ce là? Un mot commande la loi, sur ordre la bête s'incline. Mais quoi? Un dieu dompteur de bêtes se promène parmi nous. Moi je sors un mouchoir de ma poche, l'air dégoûté, et j'essuie une bave imaginaire de ma main. Je pointe le nez du lion infernal. Regarde-toi, tout couvert de suie, reste, ne bouge pas ou je te casse les pattes. Le lion hoche la tête vite, Léon conduit ses officiers en trottinant, encore sous le choc. Merci monsieur de nous avoir sauvés. Puis-je savoir votre nom? Les mots de Léon sortent en rafale, tout excité. Il fait une salut militaire aiguë. Entouré de soldats ensanglantés, je recule d'un pas et montre la plaque sur ma poitrine. Je m'appelle Kevin, agent de sécurité de la bibliothèque. Léon et les officiers restent figés. Ils ont apprivoisé un roi bête triple S à main nue et lui serait juste un agent de bibliothèque. Il suppose que c'est un déguisement et rit d'un air gêné. Très humble à vous, monsieur. Oui, agent de sécurité pour maintenir la paix comme on dit. À peine a-t-il parlé que le sol se met à trembler. La terre se fend violemment, plusieurs immeubles s'effondrent net. Au niveau de la faille, au centre-ville, une main énorme couverte de poils noirs s'étire lentement. Sa paume fait la moitié d'un terrain de foot, ses ongles s'élèvent comme des tours noires, puis une tête de la taille d'une montagne défonce la barrière dimensionnelle et nous envahit. C'est un singe, un vrai titan simien. Il dépasse 100 mètres, ses muscles sont des rochers sous la peau, ses yeux sont 2 lunes rouges de sang. Alerte, alerte, catastrophe ultime imminente. Cible, le titan singe, entité niveau fin du monde, probabilité de survie de l'hôte extrêmement faible, repli immédiat, fortement conseillé. Léon fixe le titan singe, une créature qui voile presque le ciel. Son
Son arme glisse de ses doigts et tombe par terre. C'est fini. Une créature de rang démigo. Rien d'humain ne peut la combattre. Le titan singe pousse un rugissement, l'onde de choc se propage et brise toutes les fenêtres alentour. Il lève un pied qui cache le ciel et là-bas vers la bibliothèque. L'ombre engloutit le sol. Tout le monde ferme les yeux, prêt à mourir. Moi, je suis le seul à regarder en l'air. Fils de... Je marmonne entre mes dents. Sous les regards horrifiés, je plie les genoux et prends une position de cheval dans un manuel bien ancré. Système, ferme-la et file-moi tout. Cette force dragon-éléphant que tu m'as offerte. Chaque bout de bonus de pouvoir pousse tout à fond. Ding, on brûle 20 ans de durée de vie. Force amplifiée fois 1000. J'inspire longuement et lentement. L'énergie en moi explose comme un réacteur devenu critique. Une couche de lumière dorée ondule sur ma peau. Des échos lointains de dragons et d'éléphants résonnent au fond de moi. C'est parti. Quand le pied du titan est encore à 10 mètres du sol, je pousse comme un boulet d'or et fonce droit vers lui. En remontant, je déloge un énorme rocher décoratif du parterre. Donc tu es un gorille, hein? T'aimes piétiner les gens? Tiens, prends ça. Vérif civilisationnel. Pour chaque témoin, l'instant se fige en une scène presque mythique. Un fracas qui brise l'âme, la lumière dorée percute l'énergie noire dans le ciel, puis quelque chose survient qui fait douter tout le monde de la réalité. Le titan singe de 100 mètres pousse un cri de porc, coincé. Le rocher s'enfonce dans la semelle de son pied. L'impact le déséquilibre et son corps colossal bascule en arrière. Il retombe sur le dos, aplatisant un pan de décombres derrière lui et soulevant un nuage de poussière qui engloutit le ciel. Je retombe du ciel et atterris stable sur un bloc de pierre brisé. Léon avale difficilement et se tourne vers Alara qui vient d'arriver. Sa voix tremble. Alara, c'est vraiment juste un agent de sécurité. Alara respire lentement, les yeux calmes. Non, c'est un dieu, le titan singe, mis KO par un contrôle de civilisation, n'a clairement pas l'intention d'abandonner. Des décombres, il lâche un cri qui fend le ciel, les muscles de pierre de son corps se contractent et bouillonnent. Une énergie démoniaque noire jaillit comme un volcan, ses yeux rouges sang me fixent sans lâcher prise, ses deux mains écrasent le sol, l'îlot entier s'enfonce d'un demi-mètre en un instant, un champ gravitationnel broyant se propage partout. Je me fais craquer la nuque et secoue les jambes. Pourquoi je me sens tout d'un coup si lourd? J'ai trop mangé hier soir, j'ai dû prendre du poids. Les yeux du titan singe vont presque sortir de leurs orbites. Sa technique du vide gravitationnel a écrasé d'innombrables grands maîtres, et moi, je râle sur mon poids. Refusant d'y croire, le titan singe se traîne sur ses pieds. Il lève des poings capables de réduire des montagnes en poussière et lance une rafale frénétique droit sur moi. Je plisse les yeux. On persiste, hein? C'était un avertissement poli. Puisque tu ne l'as pas pris, ne viens pas te plaindre de la suite. Je me penche et retire ma tongue en plastique bleu. Taille 42. Félicitations, hôte. Tu as libéré l'artefact karmique ultime, la tongue du châtiment. C'est sta, 100% d'accuracy pour gifler la gueule et percée totale des défenses. À terre, maintenant, je tiens la tongue d'une main et disparais en un éclair. À travers la tempête de poings du titan singe, je me faufile sans effort, esquivant chaque attaque. Puis je bondis jusqu'à l'arête énorme de son nez, la tongue claque sur sa joue gauche, le titan singe pousse un hurlement déchirant. Ce seul coup pulvérise toute la moindre dignité qu'il avait en tant que bête demi-divine. Celle-ci pour le sol de la bibliothèque, celle-là pour toutes les plantes et fleurs que tu as écrasées, et celle-ci parce que t'es moche et que t'es venu effrayer les gens. La tongue dans ma main devient un flou, à chaque impact le sang sombre gicle. Le titan singe qui voulait anéantir Bay City il y a un instant est maintenant recroquevillé par terre comme un gamin pris sur le fait, les bras sur la tête suppliant pitié. Au-dessus de Bay City, quelques drones d'infos survivants tournent en périphérie du champ de bataille. Ils diffusent ça en direct par satellite au monde entier, des milliards de téléspectateurs restent bouche bée devant leurs écrans. À l'image, un champ de ruines, de la fumée dans l'air, un monstre de 100 mètres à genoux qui tremble. Et sur son immense tête, une minuscule silhouette humaine tient une pantoufle bleue, frappant et grondant en même temps. Le fil de commentaires se fige, puis explose. Mon Dieu, quelle arme! Un artefact ancien bleu, peut-être? Artefact ancien, mon œil, c'est une pantoufle à 2 balles, livraison comprise, la mystérieuse puissance de l'Orient, vraiment? Vive le mec à la pantoufle, retour au champ de bataille, je suis crevé, je baisse le bras, frotte mon pied sur la tête du singe titan et le regarde. Assez! Le titan hoche la tête comme un marteau-piqueur. Devant cette énorme bête, un mal de crâne me prend, puis je pense à un roman que j'ai lu. Gros singe, t'es un singe, non, les singes peuvent rétrécir, rends-toi plus petit, je lui montre avec les doigts. À la taille d'une paume, l'expression du titan devient visiblement paniquée. Je hausse un sourcil et brandis la pantoufle bleue. Le titan frissonne de terreur, consume son sang vital et inverse toute sa lignée sanguine. Dans un nuage de fumée blanche, le colosse montagne disparaît, remplacé par un petit macaque doré au nez retroussé et pas plus grand qu'une paume. Comme prévu, la reddition du titan fait peu à peu refermer la faille dans le ciel. Les autres monstres, encore en furie, le sentent. La peur que leur chef se fasse laminer les paralyse. Ils regagnent la faille en panique aveugle et en moins de 5 minutes, la marée de créatures s'est évaporée. Il ne reste que ruines et silence dans toute la ville. La lumière du soleil perce les nuages et retombe sur la terre. Un homme, une pantoufle, une ville sauvée. Cette nuit-là, Bay City explose, guide de la pantoufle en tendance mondiale. La pantoufle bleue devient un best-seller instantané sur tous les sites.
Son prix s'envole vers des sommets stratosphériques. Quant à moi, l'homme au centre de tout, je dors profondément au lit. Mon esprit ne part pas en rêve, il est aspiré dans un espace d'un blanc pur. Ni haut ni bas, pas de temps qui passe, juste des flux de données qui tombent autour de moi comme des cascades. Au centre flotte une énorme sphère lumineuse bleue, mon système. Mais ce n'est plus un simple panneau de texte ni cette voix IA tonitruante. Elle a pris forme humaine, un personnage en costume noir et lunettes à monture noire, l'air du régisseur d'immeuble posé et poli, un plaisir de vous rencontrer en personne, hôte, enfin administrateur. Je regarde la gestionnaire d'immeuble sans surprise particulière, je me gratte la tête. Tu es mon système, pourquoi tu t'habilles comme ma chef? La gestionnaire ajuste ses lunettes et sourit. Ce formulaire est calibré sur ta perception tout simplement. Dans cette dimension, je suis la volonté du ciel, la volonté du monde et ce que vous appelez votre système. Mais je préfère le nom que tu m'as donné, la gestionnaire d'immeuble. Très bien, gestionnaire. Tu veux quoi? Plus de tâches, écraser des cafards, déboucher un tuyau? Non, la gestionnaire secoue la tête, son visage se fait grave. Je suis là pour te dire la vérité. D'un geste, les flux de données autour de nous deviennent images. L'univers, des planètes en feu, des civilisations qui hurlent. Et à l'origine de tout ça, une masse informe d'ombre noire. Ça, dit la gestionnaire en pointant l'ombre. C'est le désenchevêreur, ce que vous appelleriez le vide. L'univers meurt. Le chaos et l'entropie dévorent tout. Le désenchevêreur est le boss final. Il a senti votre existence et il vient. Il n'arrivera pas en vaisseau comme un extraterrestre. Il est la loi elle-même. Il va tenter de réécrire votre perception de la réalité, vous montrer le monde tel qu'il est vraiment et vous rendre fou en prime. Alors la bataille n'est plus contre des monstres, c'est une guerre pour l'esprit. La gestionnaire fait un pas vers moi et tend la main. Administrateur, es-tu prêt à refaçonner cet univers exactement comme tu le veux? Je regarde sa main, 3 secondes de silence, puis je bâille. Tout ce drame pour me dire de rester agent de sécurité et gérer les fauteurs de troubles, ça résume, je lui donne une tape sur l'épaule. Détends-toi. Tant que le salaire suit, je m'occupe du quartier, et ce désenchevêreur, s'il ose se montrer, un éclat doré traverse mes yeux. Le lendemain, midi, l'heure où le soleil devrait être le plus dur, mais toute la ville est tombée dans un gris rampant qui fait froid dans le dos. Le ciel ressemble à la neige d'une vieille télé sans signal. Un crépitement bourdonne au fond des tympans de tout le monde, les immeubles, les arbres, même les contours des gens dans la rue commencent à devenir fantômes, à pixeliser. Une nausée indescriptible monte dans la poitrine de chacun, le vertige de quelque chose de dimensionnel. Sur le toit de la bibliothèque, Léon fixe la paire de jumelles dans sa main qui n'arrête pas de changer de forme. Son visage est blanc comme du papier. Les lois de la physique déraillent, la constante gravitationnelle vacille, la vitesse de la lumière ralentit, notre monde se formate par quelque chose d'une dimension supérieure. Alara serre son épée, mais la lame qui tranchait le fer comme du tissu pend maintenant comme une nouille flasque. C'est le vide, dit Alara d'une voix tremblante. Je ne perçois aucune énergie spirituelle, aucune envie de tuer, rien, un pur, absolu vide, comme si le sens de toute chose en train d'exister était en train d'être effacé. Puis, au centre d'un ciel rempli de statique, un trou noir se déchire. Il n'est pas grand, mais dès son apparition, la lumière, le son et même le temps sont aspirés à toute vitesse. Puis une créature se glisse hors de ce trou noir. C'est une terreur indicible sans forme fixe, une masse noire et ondoyante qui dévore l'espace autour d'elle. En se mouvant, elle a 1 milliard d'yeux et dans chacun se reflète un univers détruit. Le son qu'elle émet est le gémissement d'innombrables âmes mortes, assez pour tuer le cerveau sur le champ de qui l'entend. C'est l'effilocheuse, l'incarnation vivante de la mort thermique cosmique, le boss final qui avale tout ordre. D'un regard, la folie s'effondre, l'âme se dissout en néant. Au sol, d'innombrables gens au mental fragile commencent à se gratter le visage, du sang coulant de leurs yeux. Ils débitent des paroles inintelligibles. La fin du monde est vraiment arrivée, mais à la périphérie de Bay City, moi je viens de me réveiller, me frottant les yeux, grognon et ensommeillé, poussant la porte du balcon. C'est bruyant. Qui fait des travaux à cette heure? Ils vont jamais finir. Tout ce crépitement et ce bourdonnement, ils forent des murs ou sciant du métal. Je bats et lève les yeux au ciel. À travers le filtre de perception ultra puissant du syndic, je ne vois aucune ombre indescriptible. Je ne vois pas 1 milliard d'yeux. Ce que je vois, c'est un moustique, un énorme moustique d'un noir d'encre grotesquement moche, à pois, avec un rostre qui goûte un liquide. Il flotte en l'air en se frottant les pattes avant. Son bourdonnement rend fou. Ce que je ne peux absolument pas supporter, ce sont des petits nuages de poussière noire qui s'échappent de ce moustique et retombent peu à peu sur mon linge fraîchement lavé. Mon linge fraîchement lavé? Dans ma tête, ces particules du vide sont des crottes de moustiques. Ceci ne se tolère pas. Si la marée n'était que des chiens errants, ce moustique a franchi ma ligne d'hygiène. Avertissement système, avertissement système. La voix mécanique dans ma tête saccade comme en train de charger. Elle subit de fortes interférences. Boss final, le démêleur qui descend. La cible émet un champ global de suppression des infos. Pare-feu surchargé, filtre de perception qui se fissure. Attention, l'hôte pourrait percevoir la vraie nature de la réalité. Si la vraie nature est perçue, ferme les yeux, ne regarde pas directement, ne pense pas. Au moment où l'alarme hurle, ma vue se brouille soudainement. Et là, le moustique se tord et se déforme. Il devient un vortex d'un noir si profond qu'il déclenche la terreur instinctive. Dans le vortex, un énorme
visage se penche, assemblé des débris de 1000 étoiles mortes. Mon cœur se serre, un frisson primal traverse chaque nerf. C'est la terreur biologique de la mort, la peur du néant pur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je murmure, mains et pieds glacés. Est-ce la vérité dont le système m'a averti? Ai-je vécu toute ma vie dans une illusion terrifiante? Sentant ma peur, le démêleur pulse satisfait. Mortel, tu es enfin éveillé? Regarde ce monde. Ce n'était qu'illusion, seul l'oubli est éternel. Agenouille-toi, fusionne avec moi, deviens partie du vide. La voix a un appel infiniment séduisant qui veut briser toutes les barrières de mon esprit. Si je m'agenouille, les lois de la Terre s'effondrent et la civilisation humaine cesse d'exister. Mais à ce moment précis, je secoue la tête si fort, je me gifle. Réveil, je ne me suis même pas rendormi entre-temps. Je respire profondément, mes yeux durcissent à nouveau. Plus dur, plus têtu qu'avant. Vide ceci, oublie cela. Arrête de jouer au dieu sur mon territoire. Sous la garde de Kevin, il n'y a pas de vide, il n'y a que du bazar à ranger. Au moment où ces mots sortent, une force invisible jaillit de moi. Voilà le pouvoir d'une vision du monde solidifiée, la force brute de mon matérialisme si ancrée qu'elle plie la réalité elle-même. Dans le ciel, le vortex terrifiant qui venait de montrer son vrai visage est tapé par une main invisible et comprimée. Le brouillard noir se dissipe, le visage seigneurial a disparu. C'est de nouveau un moustique qui se frotte les pattes, plus net que jamais. Je peux voir chaque veine sur ses ailes. Ding, perception entièrement restaurée, succès débloqué, Terminator de l'idéalisme, vous avez réduit la terreur ultime de l'univers à un parasite sanguinaire. Allez, montre-toi. Je lâche un rire glacial, voilà qui me plaît mieux. Laideur, ce n'est pas de ta faute. Venir ici pour effrayer les gens, ça c'est ton choix. Si t'es un moustique, je te traite comme tel. Je me tourne et rentre. Cette fois, je ne prends pas la tapette. Une tapette ne suffirait pas pour un moustique de cette taille, et ça ferait des dégâts. Je file au débarras et fouille un tas de bric-à-brac jusqu'à tomber dessus, une drôle de machine, un vieux aspirateur industriel. Corps jaune, recouvert de poussière, tuyau fendu à un endroit, je l'ai acheté dans un dépôt-vente il y a un moment. Le vendeur jurait qu'il venait d'une usine chimique fermée. Aspiration capable d'engloutir une brique. Vieil ami, ça faisait longtemps, je le caresse presque. Un nuage de poussière explose, je récupère le câble le plus épais et le fais descendre depuis le 2e étage. Le moteur rugit comme un tracteur. Je monte la tête d'aspiration sur le balcon, la braque vers le moustique géant et me tiens comme si je devais lancer un lance-roquette. Toi, celui qui se frotte les pattes. Regarde par ici, l'entrelaceur s'immobilise. Il ne comprend pas, son attaque psychique a pourtant marché il y a un instant, alors pourquoi cet humain est-il déjà rétabli? Et c'est quoi ce baril jaune bruyant? Une arme de ciblage d'âme, un canon rituel d'une civilisation oubliée, insecte sot. Tu crois pouvoir résister? Va te faire voir, rentre-toi. Je n'ai aucune envie d'écouter un moustique bavarder. J'appuie sur le bouton rouge de l'aspirateur, le moteur hurle à plein régime, un rugissement de dragon. En même temps, je verse toute mon énergie innée dans cette vieille bécane comme si ça ne coûtait rien. Système, chargement de la loi, tout retourne en poussière. Cet aspirateur est maintenant relié à l'abîme du vide, théoriquement capable d'aspirer chaque particule de poussière de la galaxie. Une force d'aspiration incompréhensible explose au bout du tuyau plastique noir. Il ne vise pas la matière solide, il vise la crasse. Haut dans le ciel, l'entrelaceur, prêt à dévorer la Terre, se retrouve soudain léger comme une plume. Son corps, fait de pur vide, commence à s'étirer et se déformer hors de contrôle. Il se transforme en volute de fumée noire qui file vers le petit tuyau en plastique. Non, quelle est cette force? C'est un niveau d'absorption légendaire. Tu serais un dieu antique qui dévore les étoiles, un dieu antique? Non, voyons, c'est juste un moteur surpuissant. Je serre le tuyau vibrant des deux mains, mes chaussons accrochent à peine le sol. Allez, c'est pour la poussière sur mon linge, c'est pour tout ce bourdonnement. Sous le regard de l'humanité entière, la scène est à la fois absurde et impressionnante. La masse d'ombre noire dans le ciel, symbole de tout désespoir, est aspirée comme une chasse d'eau, poussant un cri en tournoyant dans un énorme entonnoir noir. Le bout étroit de l'entonnoir se branche directement sur l'aspirateur que je tiens. Lâche-moi, je suis le désenchevêtreur, je suis la fin de l'univers. On ne peut pas m'aspirer dans quelque chose d'aussi sale. Ferme-la. La sueur coule de mon front. Je pousse un rugissement, un claquement sec, comme une ventouse qui se décroche et le gigantesque moustique dans le ciel, malgré toute sa puissance, ne résiste pas à la fureur d'un agent d'entretien. Il s'effondre en volute de fumée noire et d'un whoosh se fait avaler par le tuyau. Le corps de l'aspirateur tremble violemment, lâche un gargouillis comme d'indigestion, puis se tait. Le ciel statique disparaît, le vertige nauséeux s'en va, la lumière du soleil revient, nette et vive. J'éteins l'aspirateur et tapote son corps, chaud et vibrant. Quel souffle cet engin! J'ouvre le couvercle et regarde à l'intérieur dans le sac à poussière. Parmi les miettes, les poils de chien et la poussière, gît un moustique de la taille d'un ongle, noir de jet et luisant. Les 6 pattes tremblotent à peine, visiblement étourdies par le voyage. Oh, il a rétréci, compression impressionnante. Je ris et referme le couvercle d'un geste sec. Je trouve un rouleau de gros scotch et scelle hermétiquement l'ouverture de l'aspirateur.
Félicitations, administrateur, vous avez réussi à nettoyer la plus grande structure illégale de l'univers. Cependant, il reste un petit problème qui requiert votre attention. Mon œil tressaille. Tu peux pas tout me dire d'un coup? La puissance de sortie du désenchevêtreur est trop élevée, l'aspirateur risque d'exploser, l'immeuble pourrait involontairement décoller. Dernière étape, comment transformer ce sac de déchets cosmiques en quelque chose d'utile? Au premier signe de décollage, je me redresse comme un ressort. Le convertir, il me fallait justement une source de gaz. Il y a de l'énergie à revendre là-dedans. Je peux en faire une cuisinière nucléaire? Je réfléchis en tirant un tuyau en caoutchouc de ma boîte à outils et un détendeur que j'ai chippé à la casse. Je traîne l'aspirateur jusque dans la cuisine. Un coup de ciseau net, le conduit d'échappement est ouvert. Avec les mains habiles de quelqu'un qui vit seul depuis 24 ans, je branche le régulateur et le tuyau en quelques secondes. L'autre bout va sur l'admission de gaz de la cuisinière. J'ouvre la vanne, un sifflement aigu qui fait grincer des dents, le flux pressurisé. À l'intérieur de l'aspirateur, le dérouleur, le boss final qui a tenté de défaire l'univers, se retrouve soudain aspiré dans un étroit tuyau en caoutchouc par une force qu'il ne peut combattre. J'appuie sur l'allumeur, une flamme jaillit du brûleur, noir comme la nuit, bordé d'or, avec un cœur de néant absolu. Le feu ne dégage aucune chaleur, mais dès qu'il apparaît, il brûle un trou à travers l'espace de la cuisine, laissant voir un tourbillon de couleurs au-delà. Le système chuchote émerveillé, travail impeccable. Félicitations, administrateur, vous avez inventé le four à vide le plus propre et le plus énergétique de l'univers. Cette flamme ne brûle pas le gaz, elle brûle la causalité. Elle consume les concepts. La nourriture cuite sur ce feu, même une semelle de chaussures sautées, devient un élixir d'immortalité. Je règle le bouton d'air avec satisfaction, cette flamme noire capable de détruire des étoiles est réduite à une petite lueur. Parfait, problème de gaz résolu. Je jette un œil au frigo vide, du feu mais pas de nourriture. Ce n'est pas acceptable, c'est un jour à fêter, paix mondiale rétablie, faut marquer le coup. Je prends mon téléphone pour commander, puis me rappelle que toute la ville vient de survivre à la marée. Les livreurs doivent sûrement être chez eux, en train de reprendre leurs esprits. Personne ne prend de commande maintenant. Puis, un coup discret mais hésitant à la porte de la cour. Qui est-ce? Dehors, 3 personnes, Léon, Alara et un homme d'âge moyen, ligoté, à genoux, qui tremble. Drake, chef de la famille Drake. Léon porte 2 glacières énormes. Alara tient plusieurs jarres en terre scellée de vieux vin. Seigneur Kevin, on espère ne pas troubler votre repos. Nous venons faire un rapport. Léon sourit d'une oreille à l'autre. Son ton est si révérencieux qu'on croirait qu'il parle à un dieu. Faire un rapport? Et tu as amené tout ça? C'est de la corruption. J'essuie l'huile de cuisson sur mes mains. Non, 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 c'est un colis de survie. Léon ouvre rapidement une des glacières. Une vague danse d'énergie spirituelle jaillit, si épaisse qu'elle se condense en brume dans l'air, et dedans des morceaux de viande magnifiquement marbrés, chacun luisant d'un léger éclat doré, cuisses d'inferno, une bouchée et un artiste martial pourraient atteindre le rang de grand maître. De la chair divine authentique, Ding, ingrédient premium détecté, Wagyu grade triple S, édition bête divine, origine, voisin généreux, préparation conseillée, mijoté rouge ou fondu pimenté, beau persillage, nourri au grain, clairement, bon. Si c'est un colis de provisions, je l'accepte. J'ai aussi commandé le gaz, je pensais à une fondue. Puisque vous êtes là, ne partez pas, restez et mangez. À l'instant où je dis restez et mangez, Léon et Alara se figent. Leurs yeux flambent d'une joie à peine contenue. Un repas maison avec une divinité vivante, quelle occasion, les deux auraient presque prié sur place. Drake, déjà à genoux, a blêmi comme un cendrier. Qui est-ce? Pourquoi il reste à genoux? Ah, il est venu apporter des ingrédients. En entendant que le seigneur organise un repas, il a amené l'herbe aux 9 vies centenaires de la famille. Alara lance à Drake un regard glacial et posé. Drake n'est pas né de la dernière pluie. Il incline immédiatement le front jusqu'au sol encore et encore. Oui, oui, je suis juste venu livrer des ingrédients. Seigneur, j'avais tort. Je jure que je ne jetterai plus rien. Bien, bien. Relève-toi. C'est un beau jour, pas besoin de mendier à genoux. Puisque tu as apporté des ingrédients, entre et aide à les laver. Je lui fais signe d'entrer. 10 minutes plus tard, la cuisine est un spectacle complètement surréaliste. Drake, qui vaut des milliards, accroupi au lavabo, tremblant en lavant l'herbe aux 9 vies inestimables. Alara retrousse ses manches, coutelas en main, tranchant la viande de bête divine, dure comme du fer. Sa technique de sabre-vent se consacre entièrement à la découpe, chaque tranche fine comme une aile de cigale. Le général Léon s'occupe du dressage, disposant bols et baguettes avec la précision d'un défilé militaire. Moi, je me tiens devant le fourneau vide, modifié, versant de l'huile dans une grande marmite en fer. Sous la chaleur de cette flamme noire du vide, l'huile de cuisson commune se métamorphose sur le champ. La fumée qui s'en dégage prend la forme de dragon et de phénix s'entrelace. Je saisis une poignée de poivre du Sichuan, piment sec, cive, gingembre et ail, et je balance le tout d'un seul geste. Un arôme écrasant explose autour d'eux, quelque chose d'autre que le monde humain mêlant l'énergie de la loi démêlante au gras divin d'une bête céleste. Une simple inspiration et Drake, qui lave encore les herbes, sent la brèche au sommet de son niveau inné se fissurer. J'ai percé le palier, grand maître. Drake fixe l'herbe dans sa main, les larmes aux yeux, simplement en respirant la fumée de cuisson, et il l'a percé. S'il croque un morceau de viande, il pourrait s'élever sur le champ.
Bientôt, un chaudron rugissant de hot pot épicé exhalant une aura de chaos primordial est posé sur la table. Allez, asseyez-vous, l'endroit n'est pas chic, rien de tape à l'œil, le vin c'est pour vous, la viande aussi. Je n'ai apporté que la base du bouillon, je fais signe à tout le monde de s'asseoir. Léon et Lara et Drake prennent place avec soin, fixant le bouillon bouillonnant. Ce n'est pas une soupe, c'est une tempête d'énergie liquéfiée où chaque grain de poivre parcourt la vie d'une étoile. Mangez, n'hésitez pas. Je saisis une tranche de viande avec mes baguettes, la trempe 7 fois dans le bouillon haut et bas, puis la gobe d'un seul coup. Protéines hautes en énergie absorbée. Constitution plus 100, force plus 100, corps immortel en mutation. Je sens juste une douce chaleur se propager dans l'estomac. Agréable. Voyant ça, les autres prennent précautionneusement leurs tranches et les portent à la bouche. La viande fond sur la langue et une bouffée d'énergie sauvage inonde chaque membre et ose. Alara, partie du domaine inné, voit sa cultivation exploser sous l'impact de cette énergie. Inné suprême, grand maître suprême, en une bouchée, elle franchit 3 paliers dont tout artiste martial rêve et devient une immortelle de la terre. Sa peau s'illumine comme la neige, de faibles chants d'épée résonnent autour d'elle. On dirait qu'elle va s'élever sur le champ. Le grand Tao se cache dans ce hot pot. Ce seul morceau de viande est la renaissance après toute épreuve. Alara repose ses baguettes, les yeux brillants. Liana est tout aussi médusée. Ses blessures internes de longue date se referment en un instant. Il a 20 ans de moins et sa présence devient insondable. Quant à Drake, il sanglote à chaudes larmes. Ce repas dure jusqu'à ce que le monde dehors perde tout sens du jour et de la nuit. Les verres enchaînés, les plats qui s'enchaînent. Je suis juste un peu pompette quand je me lève et que je dis « Allez, tout le monde rentre, on bosse demain ». Le lendemain, Bay City retrouve son calme familier. Les rues sont encore en travaux, mais chaque visage brille du sourire de celui qui a survécu. La légende du type au tong continue de se répandre, mais les autorités ont lancé un ordre de silence total. On ne doit pas perturber la vie quotidienne de ce senior. À l'entrée de la bibliothèque, je suis assis sur mon petit tabouret habituel, en uniforme de sécurité délavé, tenant ma tasse ébréchée. Le soleil m'éclaire, doux et tranquille, je sirote mon thé. Dans ma tête, la voix du régisseur résonne une dernière fois. « Administrateur, le monde a été réinitialisé. Votre loi de perception s'applique désormais entièrement à cet univers. Dès aujourd'hui, les démons sont des animaux de compagnie, les dieux des voisins et les catastrophes des tâches ménagères. Je vous souhaite une vie agréable. EEP, système en mode furtif. Je repose ma tasse et regarde le trafic couler. Ça c'est la vie. Puis, sortie de nulle part, une mouche à tête verte vient bourdonner au-dessus. Zéro instinct de survie, sérieux. Elle se pose juste sur le rebord de ma tasse. Mes yeux se font plus vifs. Cette présence familière, celle d'un concierge de niveau divin, reprend vie. Je lève lentement la tapette à mouche dans ma main. Petit vermisseau audacieux. Comment osez-vous boire mon thé ?